Lorsque nous regardons notre planète depuis l'espace, nous constatons la présence d'une couleur qui domine. C'est pourquoi la Terre est appelée la planète bleue. Près des 3/4 de la surface de notre monde sont recouverts d'eau. Mais il y a un hic. 96,5% de cette eau est piégée dans les océans. Et si tu te souviens de la première fois que tes parents t'ont emmené au bord de la mer, tu sais que boire cette eau est fortement déconseillé. Pourquoi l'eau des océans est-elle salée et non potable? Il y a 2 raisons principales à cela. La première est l'eau de ruissellement provenant de la Terre. L'eau de pluie est légèrement acide. Son pH se situe entre 5 et 5,5. À titre de comparaison, le pH de l'eau pure est de 7 et celui de l'acide que l'on trouve dans les piles est légèrement supérieur à 0. Ce pluie érode les roches lorsqu'elles touchent le sol. Cela libère des ions, tels que le sodium et le chlorure. Ils se retrouvent dans les rivières et les ruisseaux qui finissent par se jeter dans l'océan. Les organismes vivants éliminent une partie des bons ions, mais le reste demeure. Avec le temps, cela augmente leur concentration dans l'eau. Les océans ont leur propre source d'énergie saline. Les cheminées des fonds marins libèrent un fluide hydrothermal. Cela semble compliqué, mais c'est facile à comprendre. L'eau s'infiltre dans les interstices du plancher océanique. Ensuite, le magma du noyau terrestre réchauffe l'eau. Il se produit alors une réaction chimique qui débarrasse l'eau de mer de son oxygène. Elle absorbe des métaux, tels que le fer et le zinc. Les évents du plancher océanique rejettent cette eau métallique dans l'océan. Lors d'une éruption volcanique sous-marine, le processus s'accélère. Le sel et d'autres minéraux sont directement libérés dans les océans de la Terre. Au fil du temps, le sel s'accumule sur les fonds marins et forme des dômes. Ces dépôts se produisent également sous la terre ferme. Certains endroits du globe comptent un grand nombre de dômes de sel. Le golfe du Mexique en est un exemple. Sous les vagues, ils influencent la salinité de l'eau. D'autres facteurs déterminent la salinité d'une masse d'eau, notamment l'évaporation, la température de l'air et les précipitations. En règle générale, la salinité est faible près de l'équateur et au pôle. Tous les océans et les mers situés entre les deux sont susceptibles d'avoir une salinité élevée. Les scientifiques estiment que les sels dissous représentent 3,5% du poids de l'eau de mer mondiale. Les eaux qui se déversent dans l'océan, comme les lacs et les rivières, sont de l'eau douce. Alors, pourquoi l'eau de mer est-elle salée? Pour répondre à cette question, il faut remonter dans le passé de notre planète. Les chercheurs pensent que les mers primitives n'étaient pas aussi salées que celles d'aujourd'hui. Mais au fil du temps, les pluies ont emporté les roches terrestres, transportant de grandes quantités de sel dans les océans. Ce processus dure depuis plus de 3,8 milliards d'années. Aujourd'hui, quelques 4 milliards de tonnes de sel dissous aboutissent chaque année dans les océans de la Terre. Les entrées et les sorties de sel sont relativement équilibrées. Cela signifie que la salinité de l'eau de mer est stable. Alors, pourquoi ne pouvons-nous pas boire de l'eau de mer? Nous absorbons déjà du sel dans notre corps par le biais d'aliments et de boissons. Il s'agit du sel alimentaire, chlorure de sodium. L'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas consommer plus d'1 cuillère à café par personne et par jour. Il ne faut pas dépasser cette quantité si l'on veut garder son cœur en bonne santé. Il y a plusieurs siècles, le bœuf et le porc salé constituaient le régime alimentaire standard des marins. C'est le sel qui permettait de conserver la viande. En mer, les fruits et légumes frais se détérioraient au bout de quelques semaines. Avant la réfrigération, c'était le seul moyen de conserver la fraîcheur des aliments. Le saumurage était une autre solution pour conserver les aliments. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas boire de l'eau de mer est sa teneur en sel. Le pourcentage de ce minéral dans notre sang est près de 4 fois inférieur au pourcentage de sel dans l'eau de mer. Notre organisme ne peut tout simplement pas traiter une telle quantité de cette substance. Lorsque nous consommons du sel dans le cadre de notre alimentation, nous buvons également des liquides. Lorsque tu sers des bretzels, tu as probablement un verre d'eau ou de jus de fruits à portée de main. Cela permet d'étancher la soif et de maintenir la teneur en sel à un niveau raisonnable. Si nous buvons de l'eau provenant directement de l'océan, c'est exactement le contraire qui se produit. Nous avons tout simplement plus soif. Notre corps absorbe à la fois de l'eau et du sel. Il se retrouve dans notre circulation sanguine. Les organes chargés d'éliminer tout ce sel de notre sang sont les reins. Mais ils ont besoin d'eau pour accomplir leurs tâches. Plus la teneur en sel est élevée, plus ils ont besoin d'eau pour l'éliminer. Lorsque ce processus se répète plusieurs fois, on devient déshydraté. Le corps perd alors de l'eau. Et il y a un autre problème.
Lorsque l'on boit de l'eau de mer, on commence à éliminer plus d'eau que l'on en absorbe. La différence fait que l'on a encore plus soif qu'au moment où l'on a commencé à boire de l'eau de mer. Ce n'est pas une bonne idée en soi. Mais certains mammifères marins, comme les baleines, les phoques et même les mouettes, peuvent boire de l'eau de mer, tout comme nous buvons de l'eau du robinet. Les reins de ces mammifères sont très efficaces. Les oiseaux ont des glandes spéciales dans leur bec qui empêchent le sel de pénétrer dans leur sang. Les scientifiques ont découvert que le seul animal terrestre capable de boire de l'eau de mer est le chameau. Et si tu t'es déjà demandé si les poissons buvaient de l'eau de mer, c'est le cas. Leurs branchies et leurs reins les aident à évacuer l'excès de sel. Pour que l'homme puisse boire l'eau de mer, celle-ci doit d'abord être dessalée. Il s'agit d'éliminer le sel qu'elle contient. Et il y a beaucoup de sel à enlever. Selon les estimations, si l'on répartissait tout le sel marin sur l'ensemble des terres émergées de la planète, il serait plus haut que la Statue de la Liberté, 300 pieds. C'est pourquoi la désalinisation à l'échelle mondiale n'est pas réaliste. À l'heure actuelle, moins d'un demi% de l'eau potable que nous produisons, moins de 0,5% provient de l'eau de mer. Et la demande en eau potable ne fera qu'augmenter. Au rythme actuel de consommation, la demande d'eau douce double tous les 20 ans. Le principal problème de la désalinisation est le coût de l'énergie. Il faut 10 fois plus d'énergie que pour les autres méthodes de production d'eau. Et l'empreinte carbone est énorme. Les grandes usines de dessalement doivent-ils souvent disposer de leurs propres centrales électriques. Tout cela est dû à la technologie qui sous-tend le processus. Le sel se dissout facilement dans l'eau. Il crée une liaison chimique solide avec l'eau, qui est difficile à rompre. Les installations de dessalement utilisent généralement l'osmose inverse pour y parvenir. De grosses pompes exercent une pression sur l'eau de mer pour la faire passer à travers un filtre. Sa membrane est si fine que chaque pore est une fraction de la taille d'un cheveu humain. Le filtre laisse passer les molécules d'eau. Les molécules de sel plus grosses restent piégées dans la membrane. Pour chaque quart de gallon d'eau douce que l'usine produit grâce à la désalinisation, il y a la même quantité d'eau qui est maintenant 2 fois plus salée. Ce n'est pas la méthode idéale de purification de l'eau. L'idée que l'homme puisse boire de l'eau de mer n'est pas nouvelle. Au milieu du IVe siècle avant notre ère, le célèbre philosophe grec Aristote a envisagé d'utiliser une série de filtres pour éliminer le sel de l'eau. Les navires. Au XVIe siècle, les navires disposaient de petites distilleries portables, capables de faire bouillir l'eau de mer. Ce n'était qu'une solution de fortune, car l'exposition de l'eau de mer à des températures élevées ne la rend pas potable. Un tel traitement thermique ne fait que stériliser l'eau. Il faudrait récupérer la vapeur qui s'évapore et attendre qu'elle refroidisse avant de pouvoir la boire. Il s'agit d'une méthode complexe et fastidieuse qui n'en vaut probablement pas la peine. Imaginons un instant que... Tu es au beau milieu du Sahara. Tu vois une énorme cible rouge au sol. Sa surface est si chaude que tu pourrais y faire frire des aliments. Une goutte d'eau est censée toucher le centre de cette cible à la vitesse de la lumière. Théoriquement, comme techniquement, cette expérience est impossible à réaliser. Mais si elle se produit, alors un mystérieux néant nous attend. Et chaque version de ce néant sera différente. Nous allons donc envisager 3 scénarios. Première option, il est préférable de le faire depuis une grande hauteur ou depuis l'espace. Tu décolles avec un jetpack dans la stratosphère. Tu as une bouteille d'eau à la main. Tu fais tomber une goutte. Elle commence à accélérer. Dans ce cas, même à faible vitesse, une goutte d'eau se consumera dans les couches protectrices de l'atmosphère. En moins d'1 seconde, la goutte se transformera en vapeur. Imaginons que notre planète n'ait pas de protection telle que l'atmosphère. La résistance de l'air se débarrasserait quand même de la goutte. La goutte vole vers le bas à une vitesse phénoménale. Le vent froid la transforme en glaçon. Plus la vitesse de la goutte est élevée, plus la résistance de l'air est forte. La goutte se déplace de plus en plus vite, atteignant bientôt la vitesse du son. Ensuite, elle se brise en milliers de petites particules. Dans ces conditions, la goutte ne pourra jamais atteindre la Terre à la vitesse de la lumière. Rien ne se passera, car rien n'arrivera à la cible. La tentative suivante consiste à modifier la goutte. L'oxygène, le dioxyde de carbone, l'ozone et les autres gaz présents dans l'atmosphère détruisent tout objet qui tombe. Mais que se passe-t-il si la goutte ne rencontre pas ces obstacles ? Tu transformes chimiquement la structure interne de l'eau, tu enfiles à nouveau ton jetpack et tu attrapes une bouteille d'eau. À la hauteur de l'orbite de la Terre, tu l'ouvres et fais tomber une goutte. Elle accélère et il n'y a aucune résistance. Elle traverse les couches les plus chaudes de l'atmosphère mais ne brûle pas.
Elles passent la température de congélation, mais ne gèlent pas. Elles volent vers le sol en atteignant la vitesse de la lumière et s'écrasent, mais rien ne se passe. La goutte a acquis les propriétés d'une particule de lumière, un photon. Ce n'est que dans un tel état qu'elle pourrait atteindre la vitesse dont nous avons besoin. Aucun objet ayant une masse, que ce soit une voiture, une maison, une feuille d'arbre, une fourmi, un cheveu, un grain de sable ou une molécule, ne peut atteindre la vitesse de la lumière. Seules les particules de lumière en sont capables, puisqu'elles n'ont pas de masse. Une goutte intangible tombe donc au centre de la cible, et là encore, rien ne se passe. Troisième option, les scientifiques ont trouvé un moyen d'accélérer une goutte à la vitesse requise. Ils doivent également modifier la composition moléculaire de l'eau, la rendant plus résistante aux températures extrêmes. Pour que la goutte atteigne la vitesse de la lumière sans aucun dommage, tu dois la placer dans un vide parfait. Pas de résistance de l'air, pas de couche protectrice de l'atmosphère. Il ne reste que l'espace et l'eau. Pour cela, les scientifiques doivent construire un long tuyau. Au centre du Sahara, autour de la même cible, on crée un complexe scientifique. De là, le tuyau doit monter. Sa hauteur correspond approximativement à la distance qui mène à la Station spatiale internationale, c'est-à-dire 408 km, ce qui correspond à peu près à la hauteur de 50 fois l'Everest. Tu ne peux pas connecter le tuyau à l'ISS elle-même car elle est en mouvement permanent. Elle tourne autour de la Terre, effectuant une révolution en 90 minutes. C'est pourquoi les astrophysiciens et les ingénieurs doivent construire une petite station conçue pour une personne. Et cette station doit se déplacer parallèlement à un seul point sur le sol. Le tube à vide est fait de matériaux inoxydables solides pour que la pluie et les hautes températures ne puissent pas le détruire. À l'intérieur, c'est un alliage de titane et de graphène, le métal le plus durable sur Terre. Le tube est construit horizontalement. Puis, à l'aide de plusieurs hélicoptères et de câbles, il est placé en position verticale et attaché à une petite station spatiale. Le tuyau est équipé de petites pompes qui la vident de l'air et bloquent son passage à l'intérieur. La goutte d'eau ne doit pas toucher les parois. C'est pourquoi il y a une couche spéciale de plaques de gravité. Elle repousse l'eau loin des parois du tuyau en utilisant le magnétisme et les ondes sonores. Tu enfiles un jetpack et t'envoles vers la station avec une bouteille d'eau améliorée et durable. Tes mains tremblent d'excitation. Ta respiration est bruyante dans ta combinaison spatiale. Tu ouvres la bouteille, l'inclines légèrement et en verses une goutte dans une boîte spéciale. Dans ce récipient, la goutte se charge de l'énergie nécessaire pour développer la vitesse de la lumière. Maintenant, elle est prête pour le voyage. Tu regardes la boîte, tu fermes les yeux et tu appuies sur le bouton de lancement. La goutte est propulsée dans le tuyau à grande vitesse. À cause de la puissante onde de choc, la station entière est projetée sur le côté. La goutte accélère et à ce moment-là, le tuyau, constitué des métaux les plus solides de la Terre, commence à fondre comme de la glace. Il y a tellement d'énergie dans l'eau maintenant que cela suffirait à fournir de l'électricité à une petite ville. Et maintenant, la goutte atteint la vitesse de la lumière qui est de 300 000 km par seconde. Le tuyau se transforme en poussière. Peu importe si la goutte touche le sol ou non, il n'y aura plus rien. Littéralement tous les objets matériels, voitures, maisons, champs, océans, ordinateurs, avions, bateaux, fleurs, arbres, disparaîtront. Les choses intangibles comme le gaz, l'air, les ondes radio, le rayonnement électromagnétique, les milliards de téraoctets d'informations numériques, tout cela aura également disparu. Tout son, cri, musique, sonnerie de téléphone sera impossible à créer ou à entendre. La lumière disparaîtra et l'obscurité sera totale. Mais rembobinons et voyons ce qui s'est passé exactement. C'est impossible puisqu'il n'y a plus de temps non plus. Imagine le temps comme une rivière tumultueuse qui coule rapidement dans une direction. Puis cette rivière tombe dans un puits sans fin et disparaît complètement. Tout cela est arrivé parce qu'une goutte d'eau s'est écrasée sur notre planète à la vitesse de la lumière. Dès qu'une goutte commence à s'approcher de la vitesse nécessaire, elle perd ses propriétés d'eau. C'est maintenant l'objet le plus puissant et le plus lourd de l'univers. L'énergie qui en émane détruit tout sur des centaines de milliers de kilomètres. Le béton, le sol, les rochers, tout disparaît. Dans la première seconde, tout se brise en millions de petits morceaux. Puis ces morceaux sont déchirés en millions de particules encore plus petites. Les molécules se consument. Imagine une carte du monde en papier. Si tu la mouilles et la déchires, elle se transformera en bout de papier mouillé. Si tu la brûles, une partie de la carte se transformera en cendres et l'autre partie s'envolera simplement dans les airs sous forme de fumée. La carte restera, mais elle ne sera plus jamais la même. Mais si tu détruis les molécules de la carte,
on peut dire que la carte n'a jamais existé. Il n'y a aucune trace de son existence. La même chose arrive à notre planète. L'énergie provenant d'une goutte d'eau fait comme si la Terre n'a jamais existé dans l'espace. Et maintenant, la goutte dépasse la vitesse de la lumière. Un trou noir commence à évoluer. Il se dilate et absorbe tous les débris spatiaux. Puis la Lune. Bientôt, ce sera le tour de Mars et de toutes les autres planètes de notre système solaire. Le trou noir se dilate et sa force de gravité augmente. Avec les planètes, il absorbe la lumière. Il se rapproche de plus en plus du Soleil. Notre étoile se divise en bandes de lumière comme si elle était passée dans une énorme broyeuse cosmique. Le Soleil explose et recrache une quantité incroyable d'énergie. On pense que les trous noirs apparaissent après l'explosion des étoiles. En ce moment, toute l'énergie solaire est absorbée par notre trou noir. Il fait complètement noir. La lumière des étoiles lointaines tombe directement dans l'infini supermassif. Les météorites, volant dans un rayon de centaines de milliers de kilomètres autour, sont également dévorés dans l'inconnu. Il existe de nombreux trous noirs dans l'espace, mais un seul d'entre eux a été créé par une petite goutte d'eau. Plus la vitesse d'un objet est élevée, plus il devient lourd. La masse est la quantité d'énergie que possède un objet. Lorsque les molécules d'eau atteignent la vitesse de la lumière, leur masse commence à augmenter. Et il n'y a pas de limite à cela, elle devient infinie. Une masse infinie forme un trou noir. Il absorbe tout et personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur. Il ne reste que l'obscurité et la force inimaginable de la gravité. Donc, il faudrait probablement ne pas faire cette expérience, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ne pas faire un volcan de bicarbonate de soude à la place? Que se passerait-il si notre planète se divisait en deux parties distinctes, l'une entièrement constituée de terre et l'autre d'eau? Pourrions-nous survivre à l'une d'entre elles? Et comment? Eh bien, aujourd'hui, tu as de la chance car je vais répondre à cette brûlante question. Alors, imaginons que notre Terre s'est divisée en deux planètes et qu'elles partagent la même orbite. Appelons ces planètes hypothétiques le rocher et le globe d'eau. Je sais, pas très original. Bref, commençons par le rocher, car il est beaucoup plus facile de l'imaginer. Il suffit de se demander, que se passerait-il si tous les océans de la Terre s'asséchaient soudainement? Nous savons qu'il n'y a pas de vie sans eau. Elle couvre 70% de la surface de notre planète. Il y a tellement d'eau que même si tous les océans et les mers disparaissaient, il en resterait encore, dans les nappes souterraines, les rivières, etc. Mais malheureusement, ce ne serait pas suffisant pour que nous puissions survivre. Toutes les créatures marines disparaîtraient. Après un certain temps, tous les autres animaux, les plantes et aussi bien sûr les humains, subiraient le même sort. Les forêts complètement asséchées s'enflammeraient tôt ou tard et brûleraient jusqu'à ce que tout ne soit plus que cendres. Mais bon, ce ne serait peut-être pas si grave. La vie pourrait toujours exister, sous une certaine forme. Certaines bactéries sont encore plus résistantes que les cafards. Elles sont capables de survivre dans les conditions les plus défavorables. Par exemple, les extrémophiles sont déjà en mesure de vivre sans eau. Ces petits gars peuvent survivre dans un environnement incroyablement chaud ou acide, sans eau ni lumière du soleil. Sans eux, notre rocher deviendrait une planète vide et sans vie. Mais qui sait? Peut-être qu'un jour les extrémophiles évolueront vers des formes hyper cool qui pourront survivre dans n'importe quel environnement. Mais pour l'instant, notre rocher est juste un rocher flottant en gros. Pardon? Tu imaginais un désert aride ou une steppe brûlante? Surprise, surprise! Cette planète est en fait extrêmement froide. Tu vois, sans eau, il n'y aurait pas d'atmosphère. L'atmosphère est constituée d'une concentration de divers gaz, dont l'hydrogène et l'oxygène. Un peu d'H et un peu d'eau. Tu sais sans doute où je veux en venir, n'est-ce pas? Je le savais. En gros, pas d'eau, pas d'atmosphère. Et comme c'est l'atmosphère qui conserve toute la chaleur dont nous avons besoin, la planète serait très froide sans elle. Le contraste entre les endroits froids et moins froids deviendrait également très net. Tu vois, l'eau est essentiellement un stabilisateur de climat. Les océans absorbent presque toute la chaleur que nous envoie notre Soleil. Ils la répartissent uniformément sur la Terre et ainsi, celle-ci n'est ni trop chaude ni trop froide. Donc, sans eau, le rocher se transformerait progressivement en un désert froid. La température moyenne sur cette planète serait d'environ moins 73 degrés Celsius. Aux deux pôles, la température serait extrêmement basse, environ moins 184 degrés Celsius.
Et même dans les endroits les plus chauds, elle ne dépasserait pas les moins 6 degrés Celsius. Ces endroits chauds, ce seraient nos anciens océans. Leur profondeur desséchée serait située beaucoup plus près du noyau de la planète. Attends, j'espère que tu n'imagines pas non plus cette planète toute couverte de neige. Nous n'avons pas d'eau du tout, tu te souviens? C'est juste un rocher très froid. À ce stade, nous n'avons là qu'une version plus grande et plus brune de la Lune. La Lune est un morceau de terre sans eau, après tout. Eh mais qu'en est-il des volcans? Ils représentent notre dernier espoir de chaleur, n'est-ce pas? Malheureusement, l'activité volcanique diminue à cause du manque d'eau. Comme tu le sais peut-être, les volcans et leurs éruptions doivent leur origine à la collision de 2 plaques tectoniques, la plaque océanique et la plaque continentale. Le poids de l'eau fait pression sur les plaques océaniques. Elles passent au-dessous des plaques continentales et forment les volcans. Donc sans l'eau pour faire pression, pas de volcan non plus. L'activité volcanique diminue donc considérablement. Le rocher serait une planète pleine de montagnes incroyablement hautes et nombreuses. Et chaque fois que les plaques tectoniques entrent en collision, elles formeraient de nouvelles montagnes et de nouvelles fosses. Certaines d'entre elles extrêmement profondes, comme la célèbre fosse des Mariannes. Je préviendrai bien les gens à faire attention à ne pas tomber, mais comme il n'y a plus personne... De plus, la météo, c'est fini. Sans eau, il n'y a plus de neige, de glace ou de pluie. Il n'y a même plus de nuages. Le vent soufflerait probablement assez fort cependant. Voilà le destin de la planète Rocher. Pas très reluisant tout ça. Alors, allons voir comment se porte notre globe d'eau. Il y a plusieurs milliards d'années, notre Terre était en fait entièrement recouverte d'eau. Puis, il y a environ 1 milliard d'années, le niveau de la mer a baissé. La matière terrestre est apparue. Cela a changé l'atmosphère de notre planète pour toujours. Et c'est ainsi que la vie est née. Mais que se passerait-il si elle revenait à son état d'origine? Je vais vous le dire. Pour répondre à cette question, nous devons d'abord en savoir plus sur les planètes océaniques. Alors, à quoi ça ressemble au juste? Ah, désolé, j'avais oublié. Nous n'en avons aucune idée. Nous n'avons pas trouvé de planètes de ce type car elles sont incroyablement rares. Je veux dire, il y a bien une planète de la constellation Ophiuchus que l'on pourrait définir comme une planète océan, mais je ne vais pas me risquer à prononcer son nom. Cependant, elle n'a pas grand-chose à voir avec ce que tu t'imagines probablement. L'eau qui s'y trouve est très étrange, c'est du jamais vu. Les scientifiques ont appelé ça de la glace chaude ou de l'eau super liquide, et c'est absolument unique selon nos connaissances actuelles. En général, cependant, les véritables planètes océaniques sont très difficiles à trouver pour diverses raisons. Ces planètes nécessitent des températures et une pression bien spécifiques. Mais bon, hypothétiquement, à quoi ressemblerait une telle planète? Tout d'abord, bien sûr, elle ne pourrait pas être entièrement composée d'eau. J'espère que tu ne t'imaginais pas une gigantesque boule d'eau tournant autour d'une étoile. Il lui faudrait quand même un noyau, ainsi que des fondations de base. Alors, imaginons que toute l'eau de l'ancienne Terre se soit mélangée et forme désormais un immense et unique océan salé. Un véritable rêve pour les créatures marines. Mais pas pour le reste d'entre nous. Les seuls animaux qui pourraient survivre dans cette situation, à part les poissons, sont probablement les oiseaux qui peuvent nager et se nourrir de poissons. Je pense que même si le niveau des mers augmentait considérablement, il resterait au moins quelques îlots à la surface. Ces îles seraient les sommets de nos anciennes montagnes, par exemple celui du mont Everest. Donc si ces oiseaux y construisaient leur nid, ils pourraient peut-être survivre pendant un certain temps. Mais toi et moi, que deviendrions-nous? Eh bien, il nous resterait une chance en nous préparant à ce déluge énorme. Nous pourrions trouver refuge dans des sous-marins géants ou sur des bateaux gigantesques. Nous pourrions faire pousser de la nourriture à bord et pêcher dans l'océan. Mais sur les îles Everest, il serait peu probable que nous tenions longtemps. En cas d'accident, si nous n'avions nulle part où accoster, comment effectuer les réparations nécessaires? Malheureusement, nous n'aurions plus d'eau potable. Elle viendrait de l'eau de pluie ou du filtrage de l'eau de mer. Il nous faudrait donc la stocker quelque part. Et tous ces récipients prendraient énormément de place et seraient extrêmement lourds. Mais de manière générale, ce globe d'eau ne serait pas un si mauvais endroit. Il y ferait assez chaud, la température moyenne y serait d'environ 10 degrés Celsius et l'écart entre les températures les plus basses et les plus hautes serait infime. De moins 29 degrés Celsius au pôle à 21 degrés Celsius à l'équateur. Comparé à la planète Rocher, ce n'est pas mal du tout. Le globe d'eau serait également légèrement plus grand que la Terre en termes de rayons, en raison du volume de... oui, de l'eau.
Mais la densité de cette planète serait au contraire assez faible. La gravité pourrait elle aussi être un peu plus faible. Maintenant, en ce qui concerne les deux planètes, si nous les placions sur l'orbite de la Terre, après un certain temps, elles s'éloigneraient encore plus l'une de l'autre et suivraient des trajectoires différentes. Elles s'aligneraient pour ne pas entrer en collision l'une avec l'autre. Sur l'une d'elles, l'année durerait 12 mois et sur l'autre, 10 ou 11. Et c'est à peu près tout. Un fait amusant, tout cela pourrait réellement se produire dans l'avenir. Tout d'abord, la croûte terrestre s'amincit progressivement. Moi, j'aime plutôt les croûtes fines, mais seulement sur mes pizzas. Donc un jour, l'eau pourrait vraiment inonder toute notre Terre. D'autre part, dans quelques milliards d'années, lorsque notre Soleil commencera à se dilater et à se transformer en géant rouge, tous les océans de notre planète seront totalement desséchés. Bon, on respire à fond et on se secoue. On arrête avec ce scénario. Pourquoi s'inquiéter de choses si lointaines alors que je ne sais pas où j'ai mis mon portefeuille aujourd'hui ? Voilà un problème beaucoup plus pressant. Est-il possible d'éteindre le Soleil ? Par exemple, que se passerait-il si nous y déversions tous les océans de la Terre, voire même encore plus d'eau ? Eh bien, découvrons-le ensemble. L'univers est un endroit plein de mystères. Depuis des temps immémoriaux, les savants s'interrogent sur le fonctionnement de l'espace. Mais aucun d'entre nous n'a jamais douté de l'existence d'une chose, le Soleil. Ah, le centre de notre système solaire. Il est grand, brillant et immortel ? Non, pas vraiment. En fait, le Soleil n'est qu'une étoile ordinaire. Il est composé de 75% d'hydrogène, d'un peu d'hélium et d'une pincée d'autres éléments lourds. La gravité maintient tout cela ensemble. Mais dans environ 5 milliards d'années, le cycle de vie du Soleil arrivera à son terme. L'hydrogène qu'il contient s'épuisera, notre étoile commencera à grossir progressivement, et tu ne peux même pas imaginer à quel point elle deviendra grande. Et ensuite, il commencera à dévorer toutes les planètes proches. C'est à ce moment-là que nous regretterons d'être si près de lui. Après nous avoir tous absorbés, l'étoile restera une géante rouge pendant encore 1 milliard d'années environ. Et puis, tôt ou tard, elle commencera à rétrécir et à s'éteindre, se transformant en une naine blanche. À la fin, il ne restera d'elle qu'une nébuleuse planétaire brillante et colorée. Mais n'aie pas peur, en ce moment, le Soleil est au milieu de son cycle de vie. Il est né il y a environ 4,5 milliards d'années et il a à peu près autant de temps devant lui. Heureusement, nous sommes apparus pendant la période la plus propice et la plus stable de cette étoile. En d'autres termes, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, mais tâchons plutôt d'en imaginer une. Et si on accélérait le cycle de vie du Soleil en utilisant de l'eau ? Nous allons essayer de rassembler toute l'eau de la Terre et de la verser sur le Soleil. Tout d'abord, nous aurons besoin d'un seau. Non, pas celui-ci. Nous aurons besoin d'un très grand seau. Un qui puisse contenir environ 1,360 milliard de kilomètres cubes d'eau. Sa taille serait égale à la distance entre Washington et Chicago. Ou si nous ne pouvons trouver que des seaux ordinaires, il nous faudrait environ 70 trillions d'entre eux. Oui, on parle bien d'un nombre à 18 zéros. Bon, imagine que nous ayons obtenu une telle quantité de seaux par magie. Il est temps d'éteindre le Soleil. Nous aspergeons l'étoile avec toute cette eau et... Rien ? Sérieusement ? Oh, regarde ça! Le Soleil a probablement eu pitié de nous et a produit une toute petite éruption solaire. Il s'avère que toute l'eau de la Terre ne représente en fait qu'une ridicule gouttelette pour le Soleil. Les gens sous-estiment souvent à quel point le Soleil est infiniment plus grand que notre planète. En réalité, il peut contenir plus d'1,3 million terres. Alors en effet, le Soleil ne s'éteindra pas et ne deviendra même pas plus froid. Il ne remarquera même pas que nous avons fait quoi que ce soit. Mais ne lâchons pas l'affaire, nous voulons vraiment éteindre le Soleil pour une raison ou pour une autre. Que se passe-t-il si nous versons juste assez d'eau dessus ? Et quelle quantité représente cette assez ? Tu te souviens de nos trillions de seaux ? Eh bien nous avons en fait besoin d'environ 370 quadrilliards de ceux-ci. Ce nombre comporte 27 zéros. C'est difficile à imaginer, alors disons simplement que ça fait beaucoup d'eau. Maintenant, déversons à nouveau tout cela sur le Soleil. Waouh! Regarde donc cette vapeur! Mais le Soleil ne s'est toujours pas éteint pour autant. Au contraire, il nous dit merci et devient soudain beaucoup plus grand et beaucoup plus lumineux. Que se passe-t-il ? Tu vois, le Soleil n'est pas un vulgaire feu de camp. Dans les feux de camp et la flamme des bougies, il y a une combustion chimique.
Lorsque nous versons de l'eau sur le feu, l'eau absorbe la chaleur de la flamme et la refroidit, à tel point qu'elle ne peut plus entretenir la réaction de combustion. Elle bloque aussi l'accès du feu à l'oxygène. En gros, l'eau interrompt le processus chimique. Mais la combustion du Soleil n'est pas la même réaction. Même si nous disons qu'il brûle, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qu'il se passe là-bas est ce que l'on nomme la fusion nucléaire. C'est l'une des réactions les plus puissantes et les plus insensées de l'univers. Il y a de nombreuses couches d'hydrogène qui s'enfoncent profondément dans le Soleil. Si tu prends 4 atomes d'hydrogène et qu'ils fusionnent, tu te retrouves avec un atome d'hélium. Lorsque nous parlons du Soleil, le processus est un peu plus compliqué. Lorsque l'étoile tente de produire cette fusion, les protons positifs se repoussent les uns les autres. Il faut donc beaucoup de force et d'énergie pour réussir à les presser ensemble. Heureusement, il existe une force magique dans l'espace, et c'est la gravité. Le Soleil occupe 99,8% de toute la masse du système solaire. C'est plutôt lourd, non ? Et c'est toute cette masse qui maintient le Soleil ensemble à l'aide d'une incroyable force gravitationnelle. Ainsi, la gravité prend des milliards et des milliards de ces petits atomes d'hydrogène et les agrège ensemble à chaque seconde de chaque jour qui passe. Et lorsqu'ils entrent en collision, ils libèrent de l'énergie. Donc, contrairement au feu, le Soleil n'a pas besoin d'oxygène pour exister. Il a besoin d'hydrogène. Et nous savons tous que l'eau n'est autre que l'H2O. Elle est composée d'hydrogène et d'oxygène. C'est donc littéralement du carburant pour le Soleil. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Plus important encore, la masse supplémentaire ajoutée par l'eau rendra le Soleil plus lourd. Et maintenant, la gravité nous dit « merci pour le coup de pouce ». Et elle commence à faire entrer les protons en collision les uns avec les autres encore plus rapidement. Grâce à cela, la synthèse s'accélère. Super! Nous avons rendu le Soleil incroyablement puissant. Et maintenant, il nous a dévorés, ainsi que d'autres planètes proches. Et si nous continuons d'ajouter de l'eau, le Soleil finira tôt ou tard par s'effondrer sur lui-même. Il se débarrassera de ses couches extérieures et deviendra un trou noir. Génial! Maintenant, il va aspirer absolument tout ce qui se trouve alentour. Rembobinons rapidement car, de toute évidence, notre expérience sur l'eau était une erreur. Cette petite éruption solaire n'était pas si mal tout compte fait. Très bien, nous voici de retour au Soleil calme que nous connaissons. Mais il semble que nous ayons oublié quelque chose. Comment se porte notre Terre maintenant sans eau ? Eh bien, selon toute évidence, l'eau était d'une importance capitale pour la vie sur Terre. Qui l'eût cru ? Maintenant, il y a une énorme quantité de poissons inanimés et d'autres organismes marins qui gisent là où se trouvaient nos océans. Pauvres créatures ! Quant aux habitants des profondeurs, ils n'ont tout simplement pas supporté un changement de pression aussi brutal. Les algues et les coraux se sont également asséchés. Attends un peu, n'était-il pas responsable de la production de 50 à 80% de l'oxygène de la planète ? Oups, il est temps d'enfiler nos masques à oxygène. Et comment ça se passe sur la terre ferme ? Je veux dire, maintenant, tout n'est plus que terre ferme pour être honnête. Mais tu comprends où je veux en venir. Waouh ! Toute la Terre brille de mille feux. Et je le dis très littéralement. S'il n'y a pas d'océan, alors il n'y a pas de nuages ni de pluie. Et maintenant, il y a des feux de forêt partout. Les pauvres animaux doivent s'échapper et quitter leur foyer. Et ce n'est pas comme s'ils allaient pouvoir en trouver d'autres, parce que toutes les plantes, bien sûr, vont rapidement se dessécher. Il n'y aura littéralement plus aucun endroit où vivre sur la planète. À présent, la Terre ressemble à un désert gigantesque. Mais des gens vivent dans le désert depuis des milliers d'années, non ? Ils sauront peut-être quoi faire. Eh bien non. Après tout, les habitants du désert ont eux aussi besoin de boire. Et maintenant, le chaos règne partout et les survivants se battent pour les dernières gouttes d'eau. Si tant est qu'il y a des survivants, à vrai dire, peu importe qu'ils se battent pour les dernières ressources, leur sort est déjà scellé. Les océans absorbent une énorme quantité de CO2, ainsi que la chaleur provenant du Soleil. Ils distribuent également cette chaleur à travers la planète, la rendant agréable à vivre. Mais une fois qu'ils auront disparu, les températures grimperont rapidement pour atteindre 120 degrés Celsius et plus. Mais même si nous oublions ces températures infernales, nous n'avons de toute façon plus de nuages. Et ils nous étaient tout aussi utiles en ne laissant pas passer le rayonnement solaire. Nous nous trouvons donc aussi sous l'impact direct des rayons du Soleil. Notre dernier espoir, ce sont les icebergs.
Maintenant que tout est terriblement chaud, ils ont fondu, et ils seront peut-être le dernier espoir de l'humanité. Mais cette mini-éruption solaire en valait vraiment la peine, n'est-ce pas? Sur notre bonne vieille planète Terre, l'eau est littéralement partout, non seulement dans les océans et les mers, mais aussi dans l'atmosphère, dans le sol, et même dans nos corps. Elle recouvre pas moins de 71% de la surface de la planète. Notre globe aurait tout aussi bien pu s'appeler EU au lieu de Terre. Mais ce que se passerait-il si l'eau et la Terre étaient interparties de manière égale? Si la moitié de la planète était constituée de terre et l'autre moitié d'eau, nous allons voir ça. Tout d'abord, expliquons ce que nous entendons par « de manière égale ». Malgré tout ce que nous avons dit précédemment, il n'y a en fait pas tant d'eau que ça sur notre planète. Et non, si tu en faisais une seule goutte géante, elle serait légèrement plus grande que les États-Unis. Et toute cette eau ne représenterait que 0,02% de la masse totale de la Terre. Il s'avère donc que toutes ces horribles profondeurs océaniques inexplorées ne sont en fait pas grand-chose. Maintenant, imagine que nous modifions la composition de notre planète en nivelant le volume d'eau et de terre. Que se passerait-il alors? Nous aurions alors une planète océan assez effrayante. Cette planète ressemblerait à un océan sans fin. Tu aurais peu de chances d'y trouver ne serait-ce qu'une ou deux petites îles. Et si tu en trouvais, elles seraient probablement au sommet d'énormes montagnes sous-marines. Ce monde serait pratiquement inhabitable. Depuis sa surface, tu ne pourrais pas voir le soleil ou quoi que ce soit d'autre dans le ciel. Tu ne saurais pas quelle heure il est, ni où tu te trouves exactement. Tout cela à cause du brouillard et des nuages incroyablement épais. Ce genre de conditions météorologiques serait permanent sur une telle planète. De plus, tu ne saurais même pas où l'eau commence et où le brouillard se termine, car le taux d'humidité serait extrêmement élevé. Mais pourrait-il y avoir encore de la vie? Peut-être à l'intérieur de l'océan lui-même? Malheureusement, c'est également très peu probable. Tu vois, pour atteindre le fond de cet océan, il te faudrait nager verticalement, non pas pendant plusieurs heures, mais pendant plusieurs jours. Et même après un tel voyage, tu ne verrais pas encore le fond. L'océan ne serait pas sans fond, bien sûr, mais le plancher serait principalement constitué de glace très dure et impénétrable, pas le type de glace auquel nous sommes habitués. Cette glace serait différente. Il en existe différents types, appelés glace vie, glace VI, etc. En général, ces types de glace ne sont pas aussi froides que la glace ordinaire et ne fondent pas même à des températures très élevées. Et il n'y aurait presque pas d'algues ni d'autres plantes. Les poissons n'auraient donc tout simplement rien à manger. C'est pourquoi si la vie apparaissait sur une telle planète, ce serait un miracle. Les animaux devraient résister à une pression de plus de 20 000 atmosphères terrestres. Les monstres les plus terrifiants de la fosse des Mariannes ne seraient rien en comparaison des créatures que tu trouverais sur cette planète océan. Mais est-ce que nous, les humains, pourrions y vivre? Eh bien, théoriquement, oui. Mais ce serait extrêmement difficile. Nous pourrions créer quelque chose comme des stations sous-marines géantes, mais nous aurions encore des milliers de problèmes. Où trouver de la nourriture et d'autres ressources? Comment réparer les choses? Etc. Ce serait donc loin d'être idéal. Nous savons donc maintenant qu'une planète océan n'a rien de très plaisant. Y a-t-il une autre option? Que se passerait-il si la surface de la Terre était composée de 50% d'eau et de 50% de terre? Pour que cela se produise, il faudrait réduire la quantité d'eau actuelle de 71% à environ 50%. Le niveau de la mer baisserait d'environ 3 km, et environ un quart de notre planète deviendrait de la terre ferme. Bien que cela semble peu, les conséquences seraient désastreuses. À l'heure actuelle, la Terre compte 5 océans interconnectés: Atlantique, Indien, Pacifique, Austral et Arctique. Mais si nous abaissions le niveau de la mer, tous ces océans disparaîtraient tout simplement. Ils se transformeraient en réservoirs et en mers fermées et distincts. Et tous les continents fusionneraient en une masse terrestre géante. Ce serait presque comme si on avait échangé la terre et l'eau. Et au début, cela semblerait plutôt cool. Tu pourrais littéralement faire le tour du monde à pied. Cependant, la quantité de terre que tu aurais à parcourir augmenterait également. Chaque continent de la planète s'agrandirait. Tout ce nouveau territoire serait à peu près égal à la superficie actuelle de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique du Nord réunies.
une énorme somme d'espace inutilisé. Mais que trouverait-on sur ces nouveaux territoires? La plupart d'entre eux seraient plutôt plats. Mais là où il y avait autrefois des océans profonds, tu verrais de vastes couloirs et des crevasses abruptes. Autre chose d'assez cool, la plupart des villes englouties remonteraient à la surface. Et non, malheureusement, nous ne trouverions pas l'Atlantide parmi elles. Mais il y aurait encore beaucoup d'autres endroits sympas. Par exemple, l'ancienne ville romaine de Baïe, qui, selon les légendes, était à la base un paradis sur Terre avec toutes ses villas et jardins luxueux. Ou Héraclion, la ville qui s'est enfoncée sous la mer il y a des milliers d'années et qui a longtemps été considérée comme un mythe. Alors oui, nous pourrions aller visiter tous ces lieux anciens. Mais bien sûr, tout ne serait pas que plaisir et divertissement dans un tel monde. En raison d'une perte d'eau aussi importante, les courants océaniques seraient perturbés, et cela entraînerait de très graves problèmes climatiques. L'océan absorbe la chaleur émise par le soleil. Grâce au courant, cette chaleur est répartie sur toute la Terre, ce qui crée un climat stable et agréable. Mais si ces courants étaient perturbés, les températures sur Terre deviendraient plus extrêmes. Il ferait beaucoup plus chaud près de l'équateur et encore plus froid autour des pôles nord et sud. Et malheureusement, la glace de l'Antarctique ne nous sauverait pas. Ce serait plutôt le contraire. Les régions autour des pôles nord et sud s'assécheraient complètement, se transformant essentiellement en déserts secs et froids. En plus de la chaleur, l'eau absorbe le dioxyde de carbone présent dans l'air. Et comme les océans ne pourraient plus l'absorber, ce gaz commencerait à s'accumuler dans l'atmosphère. Cet excès toxique recouvrirait toute la planète. Les températures moyennes augmenteraient et le globe entier commencerait à s'assécher lentement. D'immenses feux de forêt se déclencheraient et ainsi de suite. Ça te rappelle quelque chose? Pour aggraver les choses, il n'y aurait rien pour éteindre ces incendies, car évidemment, les pluies ne peuvent pas se former à partir de rien. Alors oui, les niveaux de précipitation chuteraient, ce qui entraînerait de dangereuses sécheresses. Nous aurions un tas de nouveaux déserts sur tous les continents. Malgré tous ces nouveaux territoires, il est peu probable que nous puissions, d'une manière ou d'une autre, y construire de nouvelles villes et de nouveaux villages. Beaucoup de ces territoires seraient inhabitables, non seulement parce que de nombreuses forêts et plantes disparaîtraient, mais aussi parce que la plupart des animaux migreraient vers des endroits plus agréables. Par conséquent, nous aurions beaucoup de mal à trouver de la nourriture. Ainsi, toute la vie sur notre planète, les plantes, les animaux et les hommes, devrait s'adapter à de nouvelles conditions de vie. Ils seraient obligés d'évoluer rapidement et de s'habituer à la pénurie d'eau. Les animaux, par exemple, pourraient voir leur taille diminuer à cause de cela. Beaucoup d'entre eux, en raison du manque d'herbe et d'humidité, passeraient à un régime strictement carnivore. Et bien sûr, nous devrions dire adieu à l'énorme abondance de la vie marine. De nombreux poissons disparaîtraient à jamais. Les humains, très probablement, feraient un grand saut évolutif, en arrière. Non seulement parce que nous perdrions un grand nombre de ressources et que nous nous déplacerions vers de nouveaux territoires, mais aussi parce que nous perdrions l'accès à l'une des sources d'énergie les plus importantes au monde, les centrales hydroélectriques. Sans électricité, de nombreuses usines cesseraient peut-être de fonctionner. Cela provoquerait malheureusement une crise à grande échelle pour toute la population. Ainsi, la proportion actuelle d'eau et de terre est la meilleure formule possible. S'il y avait trop ou trop peu d'eau, les conséquences seraient terribles. C'est pourquoi nous devons à tout prix protéger les conditions actuelles.